leur mère est un personnage. Elle a complètement changé de look. Dans toutes circonstances, elle va se faire remarquer. Elle a coupé tout court, elle s'est coloré les cheveux. Et comment elle était perçue par la mère des copines? Comme une emmerdeuse, forcément. Elle a vécu sa crise d'adolescence, voilà. Elles en font trop en toutes circonstances. Quand vous tombez amoureuse, votre mère passe au second plan. Heureusement, elle est tombée amoureuse d'hommes qui m'aiment beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui. Mais comment vivent-elles cette omniprésence? Quelquefois, je lui en veux de ne pas me laisser assez respirer. À l'âge de 20 ans, je suis allée voir un psy pour exister vraiment, parce que c'était pas possible, quoi. C'était plus possible. Ma fille, c'est le prolongement de mes rêves. Et toi, le début de mon cauchemar. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui sont venues nous parler de leur mère. Des mères qu'elles aiment plus que tout, mais qui ne font pas dans la demi-mesure, excessives, envahissantes, possessives et parfois étouffantes. Leurs mères sont tout simplement leur opposé. Alors comment trouver sa place lorsque celle qui nous a mis au monde a tendance à prendre tout l'espace? Eh bien, c'est ce que nous allons demander tout au long de nos émissions à nos invités. Ma mère en fait toujours trop, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et juste après, vous retrouverez Dany ainsi que Pascal dans l'histoire continue. Ils nous diront où ils en sont depuis leur premier passage dans l'émission. Mais d'abord, ouvrons notre première partie des mamans No Limites et intéressons-nous au témoignage d'Amandine. Bonjour Amandine, que vous évoque le titre de notre première partie. Eh bien, oui, elle en fait trop, elle est no limite, elle est extraordinaire, elle est hors du commun, elle est absolument fabuleuse. Alors, elle est fabuleuse ou ça vous dérange un peu, ou les deux? Je la trouve, j'aime beaucoup, alors j'aime ma mère, mais j'aime aussi beaucoup le personnage de ma mère, parce que c'est un personnage et je suis fan du personnage. Mais elle a dû vous agacer quand même. Oui, alors oui, elle m'agace beaucoup. Disons que je suis au spectacle avec elle, voilà. Je ne m'ennuie pas 2 minutes parce que je la regarde évoluer, faire son show. Mais quelquefois, j'ai envie que le show s'arrête. Mais sauf qu'il continue. Et même quand on est sur off, ça continue. Et quand vous lui demandez d'être sur off, quand vous lui ordonnez d'être sur off... Le mot ordonner, c'est ça. C'est j'ordonne qu'elle se mette sur off. Alors, là, elle prend un air de petite fille un peu opprimée. Elle me dit, bon, d'accord, d'accord. Et puis, pendant 10 minutes, elle tient et puis ça recommence. Au bout de 10 minutes. Alors, on va remonter aux prémices de votre relation à toutes les deux. Votre naissance, que vous a raconté votre mère sur le jour où vous êtes venue au monde? Oui, alors, elle m'a dit que ça a été très douloureux et que ça a mis très longtemps et que surtout, en fait, je suis sortie au forceps. Donc, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas me laisser déjà sortir de là. Et il y avait cette retenue. Donc, c'est pour ça que je pense que ça a été aussi long et aussi pénible pour elle. Quel souvenir vous gardez des premières années de votre enfance? Alors, j'étais fille unique, déjà. Donc, l'attention de ma mère était vraiment focalisée sur moi. Vous dites ça avec oui, bah oui, c'est désespérant. J'ai pas eu de chance parce que j'ai pas pu refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. Donc, c'est moi qui l'ai gardée. Et c'était une maman très... affectueuse, très charnelle, très câlin, très bisou, c'était une relation très fusionnelle. Elle vous faisait des compliments? Beaucoup, ma fille, tu es la plus belle, tu vas voir quand tu seras grande. Sauf qu'après, quand je vais dans la cour de récréation, ça ne se passait pas comme ça. Hein. Les autres, les râteaux, mais non, t'es pas belle, je te veux pas. Enfin, oui, ça, non, je veux dire, c'était pas aussi... de bien se construire aussi, de recevoir oui, beaucoup d'amour. bien sûr, mais les autres étaient toujours moins complaisants qu'elle. Donc je retournais très rapidement dans les jupes de ma mère parce qu'elle était beaucoup plus... Alors, lorsque vous avez commencé à grandir, vous avez ressenti le besoin de sortir de cette bulle hermétique dans laquelle vous étiez enfermées, toutes les deux. Comment votre mère a-t-elle réagi face à votre tentative d'évasion? Oui, c'est ça. Alors, très simplement, alors quand j'avais 13 ans, ou 12 ans, disons 11 ans, 12 ans, elle appelait mes copines pour leur dire
Amandine ne peut pas venir dormir chez toi ce soir. Parce que tu vois, quand elle dort pas avec sa maman, elle pleure. Alors évidemment, ça c'est très, très agréable de se retrouver dans cette situation qui était un peu... Et puis après, avec les garçons vers l'âge de 17 ans, elle était toujours un peu... elle avait toujours la main sur le téléphone pour appeler les parents, pour savoir où on était. Mais comment nos enfants ne sont pas rentrés, vous ne vous inquiétez pas. Mais comme... Donc c'était... elle n'était jamais très loin. Et comment elle était perçue par la mère des copines? Comme une emmerdeuse, hein, forcément. Parce que les autres parents laissaient quand même un certain espace, en tout cas, un espace vital à leur enfant pour qu'ils grandissent. Ce qui n'était pas mon cas. Et puis est arrivée la période de l'adolescence et des premiers petits copains. De quelle manière votre mère gérait-elle la situation? Toujours pareil, c'est-à-dire que c'était la filature, hein, où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais, avec qui j'étais. Alors, il y avait une chose toujours, c'est que mes petits copains avaient un prénom. Quelquefois, c'était Nicolas, Alexandre, Tartampion. Mais très vite, il s'appelait l'autre. Bon, donc l'autre... quelquefois, elle le trouvait mignon, mais il n'a pas l'air très... il n'avait pas l'air peut-être très intelligent, ou finalement ce genre de petite pique insidieuse. Sur le moment, je me rebellais, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, tu ne le connais pas. Et puis, ça travaillait. Et finalement, à la fin, on écoute toujours ce que nous disent nos parents, malheureusement, pour moi en tout cas. Et ça travaillait, et finalement, à la fin, je trouvais que le type avait vraiment l'air d'un crétin. Et voilà, bon, c'était un travail de sape souvent réussi, on va dire. Donc, elle avait l'emprise sur vous? Oui, elle avait clairement l'emprise sur moi. Aujourd'hui, vous avez, on a le droit de le dire, 38 ans? Oui. Bon. Est-ce qu'elle est toujours aussi intrusive dans votre vie privée? Malheureux, oui. Oui, elle est toujours aussi... oui, et même on pourrait dire que... ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas, et que dire qu'elle serait une mère juive serait presque un euphémisme. Vous voyez, on en est là. Donc, non, ça ne s'arrange pas. Non, ça ne s'arrange pas. Alors, il est temps de faire connaissance avec cette maman gourou qui ne vous lâche pas d'une semaine. On va accueillir Sylvana, d'une semaine ni d'une semelle. Oui. Sylvana. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne faites pas les choses à moitié avec votre fille. Que représente Amandine pour vous? Je ne sais pas si je peux le dire parce qu'elle va encore se plaindre que je la dévore ou que je l'étouffe ou je ne sais pas. Mais enfin, ma fille, c'est quand même le centre de ma vie. Voilà. Le centre de votre vie? Oui. Depuis que vous l'avez? Depuis qu'elle s'est annoncée, oui. Je ne savais pas avant ce que pouvait être un enfant, ce qu'il pouvait représenter, mais quand il s'est annoncé, j'ai tout de suite été différente, autre. J'avais un instinct maternel, si vous voulez, exacerbé, et j'aurais pu avoir une vingtaine d'enfants très facilement si la vie m'en avait donné l'occasion. On peut dire que vous êtes vraiment réalisée, épanouie dans ce rôle de mère? Voilà, je crois que je suis avant tout, avant d'être une femme, je suis une maman. Oui. Alors, les années passent et il est toujours aussi difficile pour vous de couper le cordon. Pas un jour ne passe sans que vous ne soyez collées l'une à l'autre, et cela jusque dans votre vie professionnelle. Jamais sans ma mère, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. 9h du matin, dans les beaux quartiers de Paris. Comme chaque jour, Amandine, 38 ans, se rend chez sa mère, Sylvana. Bonjour Amandine. Le décorateur est déjà là. Ah, c'est bien. Bonjour Amandine. Voilà. Bien, tu vois, je suis du matin. Hein. Et comme on est un peu pressé, on va voir directement ce qu'il nous propose, d'accord? Et voilà la chambre terminée. Elle est très, la moquette posée. Très belle. Elle est magnifique. En ce moment, Sylvana refait entièrement la décoration de son appartement. Elle a demandé à sa fille de la conseiller. Alors, c'est quand même une pièce très claire. Il y a beaucoup de lumière. Enfin, Oui. et je trouve que c'est un peu dommage de l'écraser avec
ces couleurs foncées bleues. Amandine est tout pour sa mère. Son avis est primordial. Ma mère me sollicite en permanence pour ses choix au quotidien. On commence par la décoration et puis ça peut être des conseils pour ses fiancés. Enfin, je suis conseillère en multi-optionnel. C'est même bébé, je te demandais ton avis. Oui, alors que je voulais juste un verre de lait, moi. Cette relation fusionnelle entre Amandine et Sylvana est assez peu banale, assez peu courante. Amandine, elle donne son avis sur tout, elle change d'avis très souvent. Sylvana change d'avis également et contredit très souvent. Donc c'est une vraie bataille sur le travail que je dois réaliser avec elle. Depuis la naissance d'Amandine, en 1975, Sylvana a créé avec sa fille une relation exclusive. Tous les jours, Amandine et Sylvana font le chemin jusqu'au travail ensemble. Mère et fille ont le même patron et ce n'est pas par hasard. On travaille pour la même enseigne parce que j'ai demandé à mon patron d'employer ma fille. Ma mère est mon manager, en général, pour tout, en fait. Leur employeur, célèbre créateur de mode, tient plusieurs boutiques de luxe. Chacune est à seulement 100 mètres l'une de l'autre. Voilà. Alors à tout à l'heure. Ciao. Il est midi. Les deux femmes se sont séparées il y a à peine 2 heures. Mais même pour le déjeuner, impossible pour la mère et la fille de ne pas être ensemble. Tiens, une petite purée de carottes. Ça rend aimable, hein? On fait penser à la blédine des enfants, là. Ah oui, je continue à te nourrir au petit pot. On n'a pas vraiment besoin de se retrouver à midi. Mais comme elle est très collante... Tu en as peut-être marre de me voir tout le temps, alors que tu viens de me quitter depuis 2 heures, mais tu devrais faire comme moi. Moi, j'ai l'Alzheimer, j'ai oublié que je t'ai vue il n'y a pas si longtemps. Alors, voilà, peut-être qu'elles vont bien, mes petites filles? Bah, écoute, très bien. Tiens, regarde, j'ai une petite photo. Ah, t'as des photos? Ouais, d'Apolline. Amandine est elle aussi maman de 2 filles qu'elle a préféré placer en pension pour ne pas reproduire le même schéma. J'ai mis mes filles en pension pour qu'elles puissent devenir autonomes, pour qu'elles puissent grandir, qu'elles fassent l'apprentissage de la séparation. Et je fais attention à ne pas reproduire trop le schéma de la relation que j'ai avec ma mère, en fait. Pour rester seule avec sa mère, je présume. Mais oui, c'est inconscient. Oui, absolument, c'est ça. Pour préserver ma relation fusionnelle avec ma mère. Tu étais jalouse, tu avais peur que je mette la main sur mes 2 petites filles, ce que j'avais l'intention de faire, vraiment. Et tu t'es dit, il vaut mieux les mettre à l'écart, comme ça, j'ai ma mère sous la main, pour moi toute seule. Fin de la journée. Et cette fois, c'est Sylvana qui rejoint Amandine dans son appartement. Le soir, Amandine s'adonne à une autre activité, celle de l'écriture. T'en es où alors? On en est où? Actuellement, elle prépare son prochain ouvrage. Et là encore, Sylvana ne peut pas s'empêcher d'intervenir. C'est peut-être pas assez tonique, tu vois. C'est pas assez tonique. Et il y a trop de parlotte dans les premières phrases. Ma mère est très présente dans mon travail et tout au long de l'écriture, en fait. C'est ma première lectrice. Je suis sollicitée sur tous les aspects de sa vie, hein, bien sûr. Je suis sollicitée et ardemment. J'ai intérêt à donner mon avis, surtout. En réalité, si Amandine accepte la présence permanente de sa mère, c'est parce qu'elle s'est persuadée qu'elle serait incapable de faire quoi que ce soit sans elle. Je trouve quelquefois que c'est bien, mais elle n'arrive pas à comprendre ça. Elle manque beaucoup d'assurance. Oui, je pense que je manque beaucoup d'assurance. Ouais, je manque beaucoup d'assurance, c'est vrai. Finalement, dans cette relation dévorante, qui de la fille ou de la mère a le plus besoin de l'autre? J'ai toujours rêvé d'être écrivain. En fait, ma fille, c'est le prolongement de mes rêves. Et toi, le début de mon cauchemar. Même si Amandine en rigole devant sa mère, lorsqu'elle est seule, elle avoue avoir parfois du mal à supporter le poids de cet amour. La limite de cette relation fusionnelle, pour moi, c'est effectivement le côté, la dévoration, en fait. C'est l'intrusion permanente dans ma vie, dans ma vie intime, dans ma vie en général, en fait. Je ne sais pas trop si je dois lui être reconnaissante ou si je dois lui en vouloir. Quelquefois, je lui en veux de ne pas me laisser assez respirer.
C'est vrai que c'est une relation inextricable. On ne sait pas qui de vous deux a le plus besoin de l'autre. Oui, c'est vrai que maintenant, je deviens plus terrible qu'elle dans la relation. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un homme qui s'approche d'un peu trop près pour que je commence à devenir un peu anxieuse. En fait. Un homme qui s'approche un peu trop près de qui? De ma mère. Moi, j'ai le droit. Enfin, non. Mais elle n'a pas le droit non plus. C'est-à-dire que maintenant, je dirais que anxieuse, pourquoi? Parce que tout d'un coup, on rigole quelquefois, on dit ça va se terminer comme Psycho. Vous savez, dans ce film de Hitchcock où Norman Bates, le jeune homme, sa mère refait sa vie et il tue l'amant et la mère parce qu'il a eu une relation fusionnelle avec sa mère pendant. Voilà. Il y a ce côté, effectivement, maintenant, on est tellement imbriqués l'une dans l'autre que ça devient un peu compliqué et je dirais même, effectivement, le mot inextricable est juste. Alors vous êtes romancière, vous écrivez des romans? Oui, je suis romancière. Et j'ai écrit un publié? roman. Oui, voilà, j'ai écrit un roman qui est sorti chez Plomb. Sur quel sujet? Alors, un titre tout à fait... Les dents de ma mère. Je ne le savais pas, hein, mais voilà. je soupçonnais que ça devait porter les sur dents ce de ma sujet. mère. Et je parle effectivement de la relation, de la dévoration maternelle et comment, en fait, entre amour et... En fait, le sujet, c'est la peur de l'abandon et le rejet de l'intrusion. C'est comment l'héroïne va réussir à matcher les deux, mais en fait, ça ne matche pas, quoi. Mais... Voilà, sujet d'étude passionnant, ouais, Yvonne, on va se régaler. Alors donc, comment vous réagissez à l'histoire d'Amandine et de Sylvana? Alors c'est vrai que ce lien fusionnel apparaît quand même idyllique, amusant, digne d'une pièce de théâtre hilarante. Néanmoins, je crois que la réalité en est tout autre. Dans cette fusion, on ne sait plus qui est qui, ça vous l'avez dit. Néanmoins, Sylvana, je pense qu'à travers votre fille, qui est le prolongement peut-être de vos rêves, mais surtout votre prolongement, vous demandez à votre fille de vous aimer là où votre mère a été défaillante en amour. Tout à fait. C'est vrai, Donc, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc je crois que votre fille est un petit peu le miroir et elle doit vous émerveiller en permanence et vous donner ce que vous n'avez pas reçu. Et vous êtes effectivement, vous, comme une petite fille, devenue dépendante de votre fille Amandine. C'est vrai. Et vous, comme vous avez beaucoup de passion à donner à votre mère et qu'elle vous donne beaucoup, et la culpabilité aidant de ne pas pouvoir en donner encore et encore et encore plus, eh bien, vous êtes un petit peu devenue une mère parfaite pour votre mère. C'est-à-dire qu'il faut que vous l'émerveilliez en permanence. Il faut qu'avec votre humour, vous la fasciniez en permanence. Et j'ai envie de vous dire, vous la combliez en permanence. Et alors, pourquoi vos filles sont en pension? Extraordinaire. Eh bien, je vais vous dire, dans ce rapport fusionnel, il n'est pas question de jugement, il n'y a pas de place pour un tiers, hormis un chien. Mais pas de place pour un tiers. Où sont les hommes? En tout cas, on ne les voit pas. Les enfants sont mis de côté. Bien sûr, vous dites d'une manière rationnelle que c'est pour les protéger. Mais je suis... C'est pour nous protéger. C'est ce que j'allais dire. Ben voilà, c'est pour vous protéger et pour protéger votre idylle. Donc, c'est vrai que vous êtes comme toutes les deux dans une toile d'araignée. Et vous, Sylvana, dans votre détresse, vous avez tissé une toile et vous êtes devenue une maman araignée, où il n'y a pas trop de place pour autre chose. Donc, votre vie n'existe et vous ne vibrez que pour votre fille qui devrait être un miroir parfait. Regardez, vous vouliez être écrivain, elle écrit des romans. Oui. Donc, elle achève des projets là où ces projets sont restés en instance. Tout à fait, c'est une très très bonne analyse. Ça vous rappelle des souvenirs, Yvonne, avec votre fille, Ah non, moi j'ai pas du tout ça. Ah non, moi je me bats pour l'autonomie. Ah non. On va saluer Turquoise Océane. Bonjour. J'espère que vous avez eu l'occasion d'aller vérifier cette couleur-là dans la vraie mer. Turquoise. Alors là Océane. où j'habite, ouais, j'ai la chance d'habiter sur la Côte d'Azur, donc on a des endroits d'exception. C'est un joli prénom. Qu'est-ce que vous pensez de ce duo que nous venons de découvrir? Ben, je retrouve énormément de similitudes avec les traits de personnalité de ma mère. Donc quelqu'un qui se fait beaucoup remarquer, une personnalité excentrique, quelqu'un d'extraverti et quelqu'un d'assez drôle et un lien très fusionnel. Entre toutes les deux.
Ouais. Alors, dès votre naissance, votre mère a voulu marquer son originalité en vous donnant donc ce prénom peu commun, Turquoise Océane. Ouais. Comment vous avez vécu, vous, ce choix singulier de prénom? C'était lourd à porter pour vous? Oui, parce que je me faisais souvent la réflexion, bon, je subissais pas mal de moqueries à l'école, et je me disais que ma mère, à ce moment-là, elle a voulu aller jusqu'au bout, voilà, dans sa personnalité originale, en me donnant ce prénom, mais les conséquences derrière, ça m'a mis très mal à l'aise à l'école. On vous disait quoi? C'est des moqueries toutes bêtes, hein, comme ça à entendre. Hein, quelle est ta couleur préférée, ou qu'est-ce qui est passé dans la tête de ta mère pour te donner un prénom pareil, voilà, à quoi elle pouvait penser, dans quel monde elle vivait, enfin c'était... Alors du coup, vous avez choisi un autre prénom, vous? Et ça m'a amené en fait, à un moment donné, à rejeter complètement en fait, le prénom que ma mère m'avait donné, ouais, au point de vouloir me faire appeler. Alors, à l'époque, un prénom que j'avais certainement entendu à la télé, ou que j'avais vu dans une série ou un film, Félicia. J'avais choisi Félicia comme prénom. On ne fera pas de commentaires. Et pour moi, c'était, ça me mettait beaucoup plus à l'aise, et donc ma propre mère devait m'appeler Félicia. Alors, vous étiez une enfant extrêmement timide, vous n'aimiez pas du tout vous faire remarquer, mais c'était sans compter sur votre mère qui ne vous facilitait pas du tout la tâche. Dans quelles circonstances auriez-vous voulu qu'elle soit plus discrète, par exemple? Toujours à l'école, donc petite déjà. À la sortie de l'école, je me rappelle d'une fois bien particulièrement où, alors elle est assez excentrique, donc dans sa manière de s'habiller, voilà, ses tenues, elle a un look spécial. Et là, elle est arrivée avec une mini-jupe, des cuissardes, donc on peut dire qu'elle s'est fait remarquer. Et j'étais morte de honte, hein. J'étais petite, voilà. Je voulais être le plus effacée possible, voilà, par rapport aux autres mamans, donc... ça a été très, très, très gênant pour moi, quoi. Donc ça, c'était à la sortie de l'école. Il y avait d'autres choses qui vous dérangeaient dans son comportement, de manière générale? En général, oui, elle est très avenante, c'est-à-dire qu'elle est très communicative, elle parle très facilement aux gens. Elle parle beaucoup d'elle. Alors que moi, je suis d'une nature beaucoup plus effacée, beaucoup plus discrète, donc elle est, elle est très extravertie. Elle est très, très extravertie. Alors, vous avez aujourd'hui grandi, vous êtes une femme épanouie, mais les choses n'ont pas vraiment changé avec votre mère. En quoi est-elle toujours aussi décalée aujourd'hui? Ma mère, elle est très rock'n'roll, donc elle est fan des Stones, ce groupe qu'elle suit depuis super longtemps. Elle a été à plein de concerts différents. Et donc dans son look, dans sa manière d'être, rock'n'roll, elle se démarque toujours. Elle a gardé ce look de rockeuse? Elle est, ouais. Elle a toujours des tenues très colorées, avec des bottes très colorées, elle dépareille pas mal de choses. Enfin, elle ose beaucoup aussi dans la tenue. Hein. On la remarque beaucoup. Ah oui, ouais, clairement. La différence est claire et nette. À quel point vous sentez un décalage entre vous? Voilà, moi je suis vraiment très très effacée. Elle, dans toutes circonstances, elle va se faire remarquer. Et justement, on va faire connaissance avec elle. Je crois qu'on avait déjà eu l'occasion de la recevoir sur ce plateau. Accueillons Dany. Bonjour. Coup de foudre à l'hôpital, si ma mémoire est bonne, c'était sur ce thème-là que vous étiez venu. Vous aviez une autre coiffure, non? Ouais, un petit peu. Ouais, c'était pas tout à fait la même. Bon. Je me souviens, vous faisiez des cabrioles dans les couloirs de l'hôpital? Dans les sous-sols. Dans les sous-sols, pardon. Nettement mieux. Vous continuez? Je me suis un peu calmée quand même. Vous n'avez pas l'air de vous être vraiment calmée quand on vous regarde. C'est pas bien on sûr peut rien quand tu le dis. Turquoise Océane se décrit comme une jeune fille plutôt introvertie, tout le contraire de vous finalement. Est-ce un regret pour vous? Est-ce que vous vous culpabilisez d'avoir été aussi extravertie et que ça l'ait peut-être un peu gênée?
Oui, oui, quand même un peu, parce que il est vrai qu'ayant une personnalité forte, bon, une excentricité bien poussée, je pense que je l'ai un peu, je l'ai quand même empêché. J'ai empêché sa personnalité d'éclore. Ouais. À mon avis, je l'ai quand même, comment dirais-je, étouffée. Donc vous en avez conscience? Oui, oui, oui. Vous étiez une adolescente très timide, je suis sûre. Très timide. Voilà. Et vous vous êtes épanouie par la suite. Oui. Quoi, c'est un homme qui vous a révélé? Non, non, toute seule. Non, parce que je me sentais pas bien dans cette peau-là. Ouais. Et puis, voilà, à 18 ans, je suis partie. Et puis, j'ai eu une éducation très, très stricte aussi. Ce qui fait que... Alors, nous verrons tout à l'heure ce qui constitue la nature de votre rapport. Mais d'abord, saluons Hélène. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi vous vous reconnaissez, Hélène, dans les témoignages que nous venons d'entendre? C'est impressionnant parce que je reconnais des éléments, notamment au niveau de la fusion et un peu de la dévoration. Et en même temps, je reconnais qu'une forte personnalité, ma mère est aussi une très forte personnalité, ça peut effectivement beaucoup étouffer et empêcher d'éclore au niveau de sa personnalité, quoi. Donc, vous reconnaissez dans les deux témoignages? Dans les deux, avec des différences, mais dans les deux. On va remonter un petit peu le temps. Votre maman était une mère plutôt stricte jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. Oui. Qu'est-ce qui a changé chez elle du jour au lendemain? En fait, effectivement, il y a eu le divorce de mes parents. Hein, et donc, du coup, maman qui était... j'ai plus reconnu maman, qui était assez sage, etc. est devenue... Elle a complètement explosé, elle s'est libérée. À quel âge? Elle avait 35 ans. Et moi, j'avais 15 ans, et donc elle a complètement changé de look, elle a coupé tout court, elle s'est coloré les cheveux, elle est devenue super excentrique. Moi, franchement, elle a vécu sa crise d'adolescence. Voilà, d'un coup, d'un seul. Comment vous l'avez vécu, vous? Pas trop bien, en fait, parce que j'ai perdu tous mes repères. Et puis, d'un coup, il n'y avait plus du tout la structure que je connaissais. On est passé de trop de limites à plus de limites du tout. Et donc, du coup, moi, je me suis un peu perdue là-dedans. Hein. J'ai plus trouvé ma place, vraiment. Donc, vous étiez finalement 3 adolescentes dans la famille, vous, oui. votre sœur et aînée. votre mère, même âge. Exactement. Très désagréable pour des enfants vivre ça. Hein. Très, parce que finalement, on a vécu une mère plus copine. Et à un moment donné, on ne savait plus qui était la mère, qui était l'enfant, qui était l'ado. À un moment donné, moi, j'ai vraiment perdu tous mes repères. Hein. Donc ça s'est traduit... vivre, j'ai subi. Hein, Ça s'est traduit comment pour vous? Une sorte de très gros chagrin, quoi. Je me suis beaucoup effacée, je me suis réfugiée dans l'école. C'était ma sauvegarde, c'était l'école, quoi. Vraiment, voilà, je me suis réfugiée dans les études. Impression d'abandon, quoi, carrément. Complètement. Ouais. Ah, complètement. Ah oui, moi, je me suis sentie laissée sur le côté, quoi. Et puis comme avant j'étais très fusionnelle, d'un coup d'un seul, ça m'a fait l'impression d'abandon. Parce que même elle n'avait pas forcément la bonne place auprès de vos copains à vous. Oui, en plus, il y a eu ça parce que nous, effectivement, comme il n'y avait plus de pression ou de limite à la maison, on emmenait nos copains à la maison. Et donc, dès qu'on était à la maison, effectivement, maman devenait la maman super cool, super ouverte, qui recevait du coup les confidences des copains et des copines. Donc voilà, moi en tout cas, je me suis reculée, je me suis retirée, je me suis beaucoup effacée. Mais ça allait jusqu'à des attitudes de séduction envers vos copains? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu des moments où les copains ont craqué quand même un peu pour maman, quoi. Donc ouais, c'était pas évident. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous étiez rivale? Oui, parce qu'il y a eu un moment donné où effectivement, moi j'avais l'impression d'une rivalité. Elle avait pas 35 ans pour moi, elle en avait 15 et c'était perdu d'avance de mon côté. Est-ce qu'il vous est arrivé de la recadrer? Pas à cet âge-là. À cet âge-là, j'étais très effacée, très retirée. Après, on en a reparlé. Après, mais ça a généré des conflits, mais en même temps, c'était nécessaire. Hein. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin dans ce témoignage, nous allons accueillir votre mère, Marie-Jeanne. Bonjour. Marie-Jeanne, avec vous aussi un look très étudié. Je me mets en scène, oui, toujours. Toujours? C'est toujours comme ça? J'aime être à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à l'aise comme ça.
Ah bon. Ça peut être différent demain. Ah bon. Et alors, quand c'est différent, c'est radicalement différent? Ça peut... Je ne sais pas. Il faut demander autour de moi parce que j'oublie. Je suis un peu Alzheimer moi aussi. J'oublie hier et je vis le moment d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai eu des années bleues, des années vertes et des années or. Bon, ben voilà, c'était l'année bleue. D'accord. J'avais la voiture bleue, les lunettes bleues, tout était bleu, même les cheveux. D'accord. Mais je m'amusais en fait. Mais vous êtes vraiment vous-même comme ça? Je suis moi. D'accord. C'est-à-dire je me respecte en étant moi-même. Oh. Et je pense que je respecte ma fille qui a un look différent. C'est pas important le look. C'est plutôt la beauté intérieure qui reste importante. C'est pas important, sauf que manifestement, si, vous le travaillez vraiment beaucoup. Je m'amuse. La vie est belle. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette période dont nous parle votre fille, où vous êtes retombée dans l'adolescence? De très bons souvenirs. J'ai réécouté ma fille et ce qu'elle a vécu. Et moi, ce que j'ai vécu, elle a eu ses émotions et ses sentiments. Et moi, j'ai eu les miens. Est-ce que vous comprenez qu'elle ait pu mal vivre ces moments-là? Est-ce qu'à l'époque, ça vous a traversé l'esprit? Est-ce qu'à l'époque, vous vous êtes posé la question? Non. J'étais dans une vie... très... J'ai beaucoup d'énergie. Je vis mes passions. J'ai réalisé beaucoup de rêves dans cette vie, y compris celle d'avoir des enfants. Justement. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai sûrement pas été disponible à leurs émotions. Pensons qu'elles étaient heureuses. C'est-à-dire que j'ai beaucoup fait. J'étais une maman qui a beaucoup fait, mais peut-être pas suffisamment attentive. Ça veut dire quoi, beaucoup fait? Je voulais qu'elles fassent de tout, donc elles ont fait du tennis, du ski, de la natation, du cheval, du violon, du piano, de l'anglais. Beaucoup d'activités, mais quand on est une maman... que je les accompagnais. Hein. On se pose des questions quand même dans le rapport qu'on a avec son enfant, non? Nous discutions pourtant beaucoup, mais je pense qu'Hélène était une enfant très secrète et nous étions très proches quand même. Et je ne me suis pas rendu compte... Vraiment. En fait, vous l'avez eu très jeune, si je comprends bien, vous l'avez eu à 20 ans. Oui, j'ai eu un enfant à 18 ans, parce qu'elle a une grande sœur. Et c'est ma deuxième. C'est ma deuxième fille. Et elle est arrivée, oui, j'avais 20 ans. Pour mon plus grand bonheur. Hein, nous étions, c'est vrai, aussi très fusionnels. Nous avons vraiment beaucoup travaillé notre relation. Je pense que ça nous permet aujourd'hui de ne pas confondre l'amour et le conflit. Voilà. Oui, mais vous avez travaillé votre relation quand? Après. Parce que vous, à l'âge de 18 ans, enfin, vous avez quand même vécu ces années d'adolescence de manière douloureuse, et donc vous avez eu envie de partir. Ah non, j'ai pas eu envie de partir. C'est ma mère qui nous a mis un ultimatum en disant si vous voulez vivre avec vos copains, vous partez. Donc moi, je me suis vue contrainte et forcée de partir, subvenir à mes besoins, alors, je comprends à mes pas, moyens. Parce que les copains étaient les bienvenus à la maison, donc oui, mais en fait, j'ai une sœur aînée, donc ma sœur vivait avec son copain et le mien venait de temps à autre. Et en fait, maman est allée poser un ultimatum à Isabelle. Nous, on n'en a pas forcément parlé et elle a dit c'est soit tu vis avec ton copain, soit le copain ne vient plus à la maison. Pourquoi? J'ai une autre version, je la laisse parler. Hein. Ouais. Je peux donner ma version? Oui. Bien, donc... le bien était... Voilà, j'ai 3 enfants, parce qu'elles ont donc un petit frère qui avait 2 ans à cette époque-là. Et je rentre de travailler et je ne me retrouve plus avec 3 enfants, mais 5. Ouais. Ça va. Ouais. Donc, elles étaient les bienvenues. Hein. Je ne les ai pas du tout mis à la porte. J'ai dit que les copains, c'était les amoureux, quoi. Hein, parce que sinon, c'était assez libéral. Il faut faire... Il y avait beaucoup de jeunes qui circulaient à la maison. J'étais accueillante, mais 5 enfants, faire manger 5 enfants, non. Ouais. C'était pas mon choix, voilà. Donc c'est vrai, je suis très stricte, et c'est mon côté strict que j'avais quand elles étaient enfants. Hein. Voilà, je suis aussi directrice d'école, si ceci explique cela. Vous allez travailler comme ça? Oui. Habillée comme ça? Oui, bien sûr. Les enfants adoraient ça. Les enfants adoraient ça, et je pense que les parents l'acceptaient parce que j'ai aussi une personnalité. Je n'ai pas. C'est juste prendre la vie du bon côté et se mettre en scène.
Voilà, c'est tout. Ça n'a pas de connotation. Après, moi, je ne m'occupe parfois, pas du tout quand on se met du en scène, regard on de se l'autre. cache derrière cette mise Je en n'ai scène. pas ce sentiment. Voilà, je n'ai pas ce sentiment de me cacher. Après, revenons à cette époque. J'étais une maman très libérale, donc je n'ai pas pensé qu'Hélène pouvait souffrir parce que elles avaient des copains, elles ont eu la pilule, on a discuté de leurs amours, de leurs chagrins, etc. C'est plus quand j'ai demandé aux amoureux de quitter la maison. Moi, j'ai cherché à acheter un appartement pour qu'elles aient leur petit chez elles. Et juste pile en même temps, leur père leur a proposé un appartement. Et donc, elles ont sauté sur l'occasion. Et en fait, moi, j'ai vu partir mes enfants pas de la bonne façon. J'aurais vraiment aimé acheter cet appartement, les installer dedans. On aurait fait une transition. Voilà, moi, ce que j'aurais aimé vivre. Mais là, les enfants... Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelques années très conflictuelles entre vous? Après, oui. Oui, Pour moi, en tout après, cas, ouais. Hélène C'est-à-dire était que vous êtes malheureuse. vraiment Alors là, je m'en éloignée? suis rendu compte. Oui. En fait, moi, à partir du moment... j'ai un peu subi ce choix, en fait, pour moi, parce que j'ai un peu suivi ma sœur. Donc, j'ai subi ce choix. Et en fait, j'ai dû me débrouiller toute seule. Et dès que maman voulait de nouveau m'aider, je la rejetais, en fait, parce que j'étais vraiment dans cette confusion, quoi, de non-choix, d'être partie, et alors que moi, je voulais faire mes études. Et, enfin, bon, il y avait eu... Donc, du coup, je suis devenue très rejetante, et puis je me débrouille, quoi, du coup, hein, parce que je l'ai vécu comme un rejet, forcément. Il y a eu vraiment une période où elle n'a pas su dire non à sa sœur, discuter un peu, se poser, et ça s'est passé tellement vite, en moins de 8 jours. J'ai été médusée. Donc voilà, je me suis retrouvée seule avec mon dernier enfant, et j'ai toujours laissé la porte ouverte. Alors là, je les recevais avec leurs amoureux. Voilà, c'était pas facile pour moi. J'ai toujours laissé la porte ouverte et je lui ai toujours dit je t'aime. Voilà, ça c'est. Après, c'était difficile pour moi, oui, bien sûr. Mais je me suis toujours dit que ça allait s'arranger. Ça a mis du temps à s'arranger? Oui. Oui, parce que je suis spéciale et Hélène est spéciale sous un look très classique. Moi, je le montre finalement, cette... Que pensez-vous de ce troisième duo? Telle mère, telle fille, mais néanmoins, on voit que Marie-Jeanne a une âme d'enfant qu'elle met souvent en scène. Et quand on a une mère qui doit réparer une enfance et qui est dans la vie avec une forme d'adolescence, avec une fraîcheur, avec une mise en scène, avec une forme d'histrionisme comme ça, pour la fille, c'est très dur de trouver sa place. Vous devez réparer une enfance aussi, vous? Oui. Ah oui, je pense. C'est sûr, mais c'est ça qui nous a fait travailler. C'est ça qui est touchant. Donc, on aura envie de se révolter contre ces mères étouffantes, mais on ne peut pas, parce qu'on vous sent au fond tellement fragile derrière, et cette quête d'amour à travers vos enfants. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que toutes vos filles prennent tour à tour la place de votre mère. Vous êtes, d'où la confusion des places, on ne sait plus qui est qui. Alors, il y a un danger quand même, c'est que les filles ne peuvent pas trouver leur vraie place, s'affirmer. Elles tombent souvent au niveau de leurs amours sur des amours difficiles, impossibles. Il n'y a pas de tiers non plus dans cette histoire. Donc tout ça, c'est pas évident, et vos profils et vos histoires sont différentes, mais derrière tout ça, on trouve des dénominateurs communs, donc la fragilité des mères en quête d'amour de leurs filles, et leurs filles doivent en permanence les émerveiller. C'est parce qu'au fond, vous n'avez pas confiance en vous, que si votre fille vous émerveille, ce retour narcissique, il est pour vous. C'est-à-dire une fille très belle, une fille qui réussit, une fille qui est écrivain, une fille qui sait s'affirmer, une fille qui a une... Tout ce que vous n'avez pas eu. Pardon, belle et écrivain. Donc tout ça, c'est des gratifications que vous avez, vous. Mais vous avez des difficultés à vivre votre propre vie, et donc vos filles ont des difficultés à grandir et finalement à être épanouies. Elles traversent la vie avec ce qu'on appelle souvent, Sophie, une forme de fausse identité. On n'arrive pas à être soi, on a un faux moi. Et donc derrière cela, il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a de la mésestime de soi, il y a un sentiment de vide et de solitude. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis thérapeute.
Ben voilà. Les plus grands blessés font les plus grands thérapeutes, paraît-il. Vous nous direz d'accord quand même. Alors vous nous direz ça tout à l'heure. Vous nous direz de quelle manière vous êtes parvenu à retrouver un équilibre dans votre relation. Mais d'abord, voici quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez eu un grave problème de santé et contre toute attente, cette maladie a été pour vous le début d'une vie meilleure. Grâce à la maladie, vous vous êtes rapproché de vos proches ou réconcilié avec eux. Suite à un grave problème de santé, vous vous êtes racheté une conduite et vous avez changé de vie. En tombant malade, vous n'auriez jamais imaginé que vous alliez rencontrer l'amour. C'est grâce à ce coup dur que vous êtes aujourd'hui heureux. Grâce à une maladie bénigne, on vous a diagnostiqué une pathologie bien plus grave qui a pu être soignée à temps. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Vous vous souvenez peut-être de Dany, qui nous avait raconté sa nuit magique avec un candidat de télé-réalité. Le tapis rouge, il y avait, comme à Cannes, au fait, dans les gens qui hurlaient son prénom, les gens qui se demandaient si, c'est qui celui-là à côté, les flashs, c'était magique comme entrée. Aujourd'hui, Dany est transformée. C'est-à-dire que voir mes amis évoluer, voir que certains sont en couple et moi, toujours rien, ça m'a ouvert les yeux en me disant que je pouvais pas continuer comme ça. Il nous parlera de ses toutes nouvelles priorités dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez réalisé à quel point vous l'aimiez au moment où il allait mourir. Vous étiez persuadé de ne plus aimer votre conjoint jusqu'au jour où vous avez découvert que ses jours étaient comptés. Vous veniez de le quitter ou comptiez rompre au moment où il est décédé. Aujourd'hui, vous êtes assailli de regrets. Vous avez réalisé que votre meilleur ami était en fait l'homme de votre vie au moment où il allait mourir. Il est décédé alors même que vous veniez de réaliser que vous l'aimiez. Aujourd'hui, vous regrettez d'être passé à côté d'une belle histoire d'amour. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. C'est la suite de notre émission. Les femmes que je reçois aujourd'hui le disent elles-mêmes. Aux côtés de leur mère, elles sont loin de passer inaperçues. Et pour cause, ces mères en font des tonnes, en toutes circonstances. On va ouvrir à présent la seconde partie dans l'ombre de ma mère et nous allons reprendre le fil de l'histoire d'Amandine et de Sylvana. Amandine, votre mère est un personnage haut en couleur, souvent en rouge apparemment. Oui, c'est la Muletta. Qui vous laisse peu d'espace vital, au point de mettre le nez dans vos relations amoureuses. Et vous, de vous mêler aux siennes. Que savez-vous de sa vie privée, par exemple ? Je sais tout. Je connais tous les prénoms de ses fiancés, parce qu'elle n'en a pas qu'un. Il y en a plusieurs ? Ils vont le savoir après cette émission. Ah oui, plusieurs en même temps, oui. Enfin, des prétendants. Et je trouve que j'en ai encore pas assez, d'ailleurs. Elle a beaucoup de prétendants. Ils vont être contents en regardant cette émission. Ah, oui, oui. J'ai beaucoup de succès avec les hommes et je ne m'en plains guère. Ah bon ? Ils le savent qu'il y en a plusieurs en même temps ? Oui, parce que je suis très transparente, vous savez. Je préfère comme ça, il n'y a pas d'histoire. Tout le monde sait très bien à quoi s'en tenir. D'ailleurs, eux-mêmes ont beaucoup de fiancés. Ah bon, d'accord. Oui, alors chacun a bien sûr sa fonction. Il y a celui qui est l'amant, donc il est l'amant. Puis alors, il y a celui qui me sort parce qu'il a une très belle voiture et donc il est le chevalier servant. Mais est-ce que le chevalier servant prétend à devenir l'amant ? Oui, bien sûr. Il faut entretenir l'espoir parce que sinon, il n'y a plus de chevalier servant. Et d'ailleurs, il a des chances de devenir un jour l'amant. Oui, c'est ça. C'est un morphing, n'est-ce pas ? D'accord. Alors, donc, le chauffeur ensuite ? Alors, je ne dirais pas le chauffeur, n'est-ce pas ? Celui qui fait ça. Je dirais le chevalier servant, donc, qui a son destin. À mon avis, il ne va pas en rester beaucoup après l'émission. Et puis, il y a comment dirais-je, celui avec lequel on échange. L'intello. Philosophie, l'intello, voilà, exactement. Il faut toujours un intello sous la main, c'est important. Voilà. Et puis, il y a le petit jeune, quand même, le petit jeune. Important aussi. Parce que il a aussi un gros complexe d'Oedipe, vous comprenez, qu'il faut qu'il règle. Et je suis une maman. Le petit jeune, quel âge ?
Disons qu'il y a à peu près 28 ans de différence. Ah ouais. Vous avez puisé dans le vivier de votre fille ou pour le trouver alors écoutez, j'aurais bien aimé, mais elle ne me laisse pas faire. Ah bon, d'accord. Non, ça c'est chasse gardée, elle est une vraie tigresse. Ouais. Donc ces confidences ont commencé quand vous aviez 10 ans. C'est ça, même avant, je crois que j'ai toujours été. Dès que j'ai su parler, j'ai commencé à analyser ces histoires d'amour. Mais c'est pas bon du tout, la ça, question, de se confier à sa fille, non, parce qu'il fallait répondre à cette question. Question cruciale. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Crois-tu qu'il m'aime? Crois-tu qu'il m'aime? Alors ça a été la question, je crois, de toute mon enfance et mon adolescence. Mais c'est pas anxiogène à 10 ans de recueillir les confidences surtout que de sa si mère? je disais non, parce que ça m'arrivait quand même de sentir la situation. À chaque coup, tu me disais non. À chaque coup, je disais non. d'ailleurs. Je me faisais napalmiser sur place. Donc, il fallait que je revoie la copie et que je donne la bonne version, qu'elle voulait entendre. En fait, il fallait toujours lui dire ce qu'elle voulait entendre. Donc, à la fin, vous n'avez pas des amis à qui vous pouvez vous confier? Je n'ai pas d'amis. Ah, vous n'avez pas d'amis? Non, j'ai de multiples relations et connaissances, mais c'est ma fille, mon amie. D'accord. Alors, il paraît que vous lui avez longtemps parlé d'une relation platonique. Oui. Alors, j'ai eu un grand amour dans ma vie et c'était un homme, bien sûr, je le précise. Et c'est vrai que je me suis longtemps demandé à tort s'il m'aimait, puisque maintenant, avec le recul, je m'aperçois qu'il ne m'aimait pas du tout. Mais la relation a fini par se concrétiser? Non. Alors, elle s'est concrétisée d'une autre manière et elle s'est concrétisée à travers moi. À travers ma fille, elle s'est C'est-à-dire que concrétisée. j'ai récupéré le dossier de ma mère. Je suis sur tous les dossiers. Vous l'avez récupéré dans quel sens? Récupéré dans le sens où j'ai épousé le fils. Ah. Voilà. Et je suis sortie de l'église au bras de cet homme que j'aimais. Habillée en blanc, évidemment, en blanc. parce que je crois que ce jour-là, c'était elle la mariée. C'était moi la mariée ce jour-là. Voilà. Ça a été pour moi l'histoire de ma vie et je la dois à ma fille, qui est une vraie magicienne. C'était l'émerveillement. Bon, et alors, ça a été un joli mariage? Oui, ça a été un joli mariage avec un bel homme. Et donc, au bout de quelques années d'amour et 2 enfants, on s'est séparés. Et vous avez gardé de très bons rapports avec lui? Et on a gardé de bonnes relations fraternelles. Ces enfants qui sont les enfants de mon amour. Non seulement ce sont mes petites filles, mais ce sont aussi les filles de mon amour. Un peu mes filles, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes allé voir un psy? Voilà. Longtemps? Et j'ai pu faire un transfert. Tombée amoureuse de son psy? Un homme? Un homme, mais oui, un homme. Oui. À quel âge vous y êtes allé? Ça fait 6 mois. Hein. Ah bon? Et vous êtes tombée amoureuse? Non, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs tentatives. C'est ça qu'il faut savoir. J'ai fait plusieurs tentatives pour aller voir un psy. Et en fait, j'ai jamais voulu vraiment y aller. Et chaque fois où j'y suis allée, parce que je me suis dit, je vais prendre pour perpète, moi. Là, c'est pas une fois que je vais y aller, c'est toute ma vie. C'est comme, je sais pas, les alcooliques, ils doivent plus jamais boire d'alcool. Moi, si je vais chez un psy, je suis là pour la vie. Donc, je me suis dit, non, je ne mets pas le doigt dans cet engrenage-là. En plus, ma mère me disait, mais si tu vas voir un psy, tu vas finir suicidée comme Dalida. Bon, alors, je n'allais pas faire ça à ma mère. Oui, j'avais peur surtout qu'il s'attaque à moi et qu'il me déboulonne. Parce que vous n'êtes jamais allé voir un psy? Ah, je n'en ai absolument aucun besoin, je n'en ressens. Moi, je suis très bien dans ma peau. Je vis cet amour très bien. Plus qu'une dépendance, il s'agit d'emprise. Alors, pour retrouver un élan de liberté dans cette relation si forte, si emprisonnante, si aliénante, eh bien, c'est pas facile. Alors, s'affranchir de cela, ouh là là, dangereux, parce que vous allez trouver votre liberté, mais vous, si votre fille prend un peu plus son envol, son autonomie, ça va être la catastrophe. Oui. Mais vous allez pouvoir peut-être vous grandir et aimer, pas 5 personnes, mais aimer un homme. Pas les hommes, mais aimer un homme. Si c'est votre pronostic, je le je prends sais avec pas. beaucoup de sérieux. À mon avis, l'homme que vous avez choisi d'aimer, vous ne l'avez pas choisi par hasard. Vous avez choisi un impossible. Voilà. C'est vrai. Non, mais il y a aussi une chose quand même. On dit ça, on dit parce que, on dit. Mais en même temps, je me demande, est-ce que toutes les femmes qui sont célibataires, qui ne réussissent pas leurs histoires, est-ce que c'est toujours la faute de leur mère? Est-ce que c'est pas aussi la faute
la vie et de la difficulté à aimer, la difficulté de... Non, pourquoi vous voulez que ce soit toujours la faute de leur mère? Non, bah non, c'est ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas toujours la faute de la mère si ça fonctionne pas. Non, mais en l'occurrence, il y a quand même de grandes chances. Vous croyez vraiment? Je sais pas. Parce que je connais des femmes qui ne sont pas... Il y a des hommes très difficiles aussi, vous savez. Oui, ça, Essayez d'en harponner un. Oh, oui, je sais. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils sont difficiles. Ils sont très difficiles, c'est pas la faute. Quelque part aussi, si on se rejette autant sur sa mère, c'est peut-être parce que justement on est un peu déçu du sexe opposé. Je trouve qu'il y a ça aussi, qu'on devrait voir aussi en ce sens-là. Combien vous passez vos vacances où, par exemple? Toujours ensemble, hein, bien sûr, je me doute. Alors, jamais séparés. Non, il y a eu des années, parce que moi j'ai quand même été mariée 18 ans, donc il y a eu toutes ces années pendant 18 ans où j'ai passé mes vacances avec mon mari. Donc non, je passais pas les vacances tout le temps avec elle. Et puis après, quand j'avais des amoureux, je passais les vacances avec mes amoureux. Donc non, on n'est pas 24 sur 24. Voilà. Vous avez été séparés au maximum combien de temps? Oh, pas longtemps. Non, pas longtemps. Oh, peut-être 4 ou 5 semaines, mais pas plus. Voilà. Et c'était suffisamment pénible. En tout cas pour moi. Oui, et j'avais des petits mails un peu secs. Ouais. Bon, turquoise océane. Oui. Vous réjouissez pas trop vite, vous, parce qu'on arrive à vous. Je me dis dossier aussi. Ouais. Alors, vous êtes une jeune fille plutôt réservée. Votre mère est ce qu'on appelle un personnage. Elle en fait trop, à votre goût. Dans quelles circonstances vous sentez-vous parfois mal à l'aise encore aujourd'hui? On l'a vu tout à l'heure au moment de votre enfance et de votre adolescence. Aujourd'hui, ça vous arrive encore? Oui, c'est assez fréquent. Et pour rebondir sur la partie donc, vie amoureuse ou voilà, relation avec les garçons, justement aussi. Donc ma mère, d'une autre manière, elle a son influence aussi et elle joue son rôle. On est souvent ensemble, on boit pas mal de café, donc voilà, on passe pas mal de temps ensemble. Et ma mère ne manque jamais une occasion pour faire ma promotion, entre guillemets. Donc, dès qu'il y a Et pourquoi vous êtes célibataire? Oui, oui, oui. Je suis encore célibataire. Ouais. Et donc très fréquemment, quand elle trouve un jeune homme à son goût et qui pourrait tout à fait me plaire aussi. Alors comment vous faites sa promotion? Vous dites quoi? J'essaie d'établir un lien entre eux, donc je vais vers le garçon en question, je plaisante. J'essaie d'établir un lien d'abord entre lui et moi, plus facile. Et après, bon, il s'en établit un entre ma fille et le garçon en question. Ou pas. Et puis, ou pas, j'imagine. Ou pas, oui. Mais ça bon, je fais en sorte quand même que ça prenne, quoi. Ah bon? Ouais. Mais alors, le garçon, il ne s'attache pas à vous? Non, non, il m'aime bien parce que je fais le clown, parce que je plaisante, etc. Voilà. Et après, bon, je me mets un peu à la place de ma fille, en fait. Je fais comme si c'était moi qui étais dans la situation de séduire. Alors moi qui peut-être un petit peu plus de mal à parler de moi, ou, voilà, dans l'approche avec les gens, avec les garçons en général, bon, on n'a pas manqué l'occasion de pouvoir placer une... Bon, moi, je fais un peu de sport, tout ça, donc je fais des courses. Donc, des fois, j'ai des bons résultats. Donc, voilà, elle n'a pas manqué de dire, voilà, elle a gagné une course. Me mettre en avant, vraiment, pour qu'il y ait un lien encore plus facile. Oui, ou qu'ils échangent leur numéro de téléphone. Avec la personne. Donc, c'est assez... Voilà, donc je dis, bah, échangez vos numéros. Quand même, parce que moi, à ce moment-là, forcément, je suis... Il y a un exemple, il y a c'est pas cocasse longtemps. ou ça vous ennuie? Non, ça me met profondément mal à l'aise. Bon, après, je m'en amuse parce que il faut bien que je m'en amuse, parce que forcément, je peux. C'est vrai. Mais non, mais parce que on peut en parler, mais bête. ça n'a aucun effet sur elle. De toute façon, elle le fera quand même. Oui, parce que parfois, je les vois repartir. Là, je l'avais accompagnée à un trail en montagne, là, et il y avait un jeune homme qui a pris le bus avec nous, qui faisait la course également. Alors, on a sympathisé, on a discuté. Bon, ils ont fait leurs courses. Puis, on s'est retrouvés dans le bus pour repartir sur Nice. Et bon, je voyais qu'ils accrochaient bien. Enfin, ils discutaient. Bon, alors après, moi, je rentrais chez moi. Et je voyais que chacun les rentrait de son côté. Je me disais, c'est bête. Donc, j'ai dit, allez boire un pot dans le changer les numéros.
Et puis alors le jeune homme me dit non, je dois rejoindre ma grand-mère. Et ben donnez-vous vos numéros de téléphone et puis vous boire un café un autre jour. Et puis alors on lit une vraie déception à ce moment-là sur son visage, dans sa manière d'être. C'est comme si c'était elle qui le vivait, mais comme si moi j'étais à sa place en fait. Vraiment une déception, mais... Alors quel message vous aviez envie de faire passer à votre mère aujourd'hui? J'irai jusque-là, j'ai pris sur moi, c'est-à-dire que moi j'étais un peu plus effacée. Bon, je m'adapte un petit peu plus à la manière d'être de ma mère, à sa façon de vivre et sa personnalité très originale. Et du coup, je me dis que peut-être il serait temps qu'elle en fasse un petit peu moins. Et alors vous espérez, parce que ça vous lui dites quand même en permanence, donc ça n'a aucun effet, vous espérez qu'en venant ici devant les caméras, ça portera ses fruits. Ça puisse, c'est ça en fait, un électrochoc. Oui. Alors qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Ben, pour l'instant, là, immédiatement, non. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Je vais réfléchir. Non, c'est pas l'ordre du jour. Moi, je suis bien dans cette peau-là. Bah oui, mais si elle, ça la dérange, quand même, c'est votre fille. Vous avez envie qu'elle soit bien dans sa peau? Oui, oui, bien sûr, mais... Oui, on veut toujours le meilleur pour son enfant, mais... Oui, bien sûr. Après, mais toi, t'as envie aussi que je sois bien dans la toujours mienne. nourri d'un espoir que je puisse suivre son... Vous avez quel âge? Sa trace, 29 ans. Ouais, c'est bien, là, maintenant. Oui. Non, mais ça va, tu on commences arrive à un avoir peu cette plus complicité, ça nous... Oui. Non, mais elle est déjà moins introvertie. Un petit peu moins, déjà, quand même. Yvonne. Félicita, parce que je crois qu'il faut l'appeler comme telle, parce que c'est votre choix. Félicia, oui. Félicia, pardon. Félicia. Je crois qu'il faut que vous vous affranchissiez de votre mère. On sent, dans ce rapport, que vous la craignez malgré tout. Vous avez peur de son avis, peur des remarques qu'elle peut vous faire. Et puis aussi, par rapport à vos amours, il faut arrêter que le lien passe par vous. C'est à vous de choisir, c'est pas à elle de choisir pour pas vous. Faire les castings. Hein. Et ça, c'est... Donc, à vous de vous affranchir, mais c'est pas facile. Hein. Je crois qu'à y réfléchir de très très près, l'emprise est quand même très très forte. Il y a une forme de codépendance, comme chez vous. Et là, il faut vraiment s'affirmer, il faut oser. Il faut vous affirmer. Il faut faire des techniques d'affirmation, pas obligatoirement aller voir un psy, mais faire des techniques d'affirmation, puis oser lui dire non de temps en temps. Et on a l'impression, Yvonne, que ces femmes qui ont beaucoup de personnalité, qui sont autonomes, indépendantes, qui ont pris les rênes de leur vie, comme on dit si joliment, on a l'impression que parfois c'est pas toujours évident à vivre pour les filles derrière. Ah, mais c'est pas évident du tout, parce qu'elles sont dans une forme de culpabilité, elles sont dans une forme de solitude, parce qu'il faut que tout tourne autour de la maman. C'est la maman qui a la première place, et les filles sont en retrait. Donc pour égaler cette mère, eh ben, c'est pas évident du tout. Pour ça que pour s'affirmer, c'est un travail de longue haleine. Pour trouver sa place, il y a une confusion des places. Alors Hélène, vous, c'est durant votre adolescence que vous avez eu des difficultés à conjuguer votre vie d'adolescente et le côté exubérant de votre mère est très, très présent à vos côtés. Oui. Au cœur même de votre bande de copains. Donc, c'était pas facile à vivre. Vous avez commencé par vous effacer, ensuite vous vous êtes rebellé. Et puis, tout à l'heure, on a vu qu'en 8 jours, vous êtes parti de la maison, vivre avec votre sœur. Et manifestement, le conflit a duré des années. Hein. Oui. Ça a été difficile et douloureux pour tout le monde. Oui. On se voyait quand même, hein. On s'est toujours vu. Oui. Ça n'a pas été une rupture totale. Hein. On a quand même toujours dialogué. Mais vous diriez quoi? Que vous voyiez, mais vous souffriez quand même? Oui. Qu'est-ce qui a changé? C'est toujours Hélène qui claquait la porte. C'est vrai. Oui. Non, mais moi, c'est très simple. J'étais dans une telle souffrance, de toute façon, à l'époque. En plus, je me suis installée avec un compagnon. Ça a pas duré... Enfin, ça a duré 2 ans, quoi. Et à l'âge de 20 ans, je suis allée voir un psy, hein, par contre. Et alors là, par contre... ça a été la thérapie à bout de bras et déterminée pour donner un sens à ma souffrance et surtout me permettre justement de faire un chemin pour trouver ma place, donner un sens, exister vraiment, un chemin d'authenticité en fait. Parce que c'était pas possible, quoi, c'était plus possible. Donc je m'y suis mise à 20 ans. J'en ai 44, je suis toujours en chemin. Et donc depuis quand vous avez retrouvé un apaisement?
Alors moi, je dirais, à un moment donné, je me suis plus apaisée vers mes 35 ans. Et je suis partie, en fait, j'ai déménagé à Toulon. Donc j'ai mis un peu de distance au niveau kilométrage. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Pardon? Vous êtes où, vous? J'habite Marseille pour l'instant. Voilà, donc moi j'habitais Marseille aussi, je suis partie, je suis allée m'installer dans le Var. On ne se voyait pas souvent quand même quand tu habitais Marseille. Ben non. On se voyait toujours, mais pas... Il y a eu beaucoup de conflits en fait, pendant 10-15 ans, hein, il y a eu beaucoup de conflits, de retrouvailles, de conflits, de retrouvailles. Moi j'essayais de trouver ma place en fait, hein, tout simplement. Ça a mis un petit peu plus d'apaisement que je parte vers Toulon. Et vous avez quelle vie Alors ben, maintenant je suis célibataire, c'est ma grosse difficulté forcément. Mais en même temps, j'ai trouvé quand même plus de plaisir dans ma vie. J'ai mon cercle d'amis indépendants, je fais de la salsa, j'ai mon métier que j'adore, je suis passionnée par mon métier, je continue d'évoluer, je continue à travailler sur moi. Non, vous n'avez pas d'enfant? Ah non, j'ai pas du tout voulu être maman. Non, non, pour moi, vous ne voulez pas? Non. J'ai vu beaucoup de femmes de ma lignée être maman et mère plus que femme. Et moi, je me suis dit non, moi, je veux d'abord être femme, après on verra. Mais bon, il n'y a pas eu de papa qui s'est présenté potentiel possible non plus. Et puis voilà, je veux être femme, vraiment. Et puis je veux être la femme d'un homme dans un couple. Voilà, j'ai envie de m'épanouir moi là-dedans. Très bien. Commentaire d'Yvonne? J'ai un parcours exemplaire, mais on voit que pour s'affranchir des mères qui sont aussi charismatiques, qui ont une personnalité aussi grande, eh bien c'est compliqué. Néanmoins, c'est nécessaire parce qu'un amour étouffant, c'est pas un amour épanouissant du tout. C'est-à-dire c'est une privation de liberté pour la fille. Oui. Et vous voyez, toutes les trois, vous êtes célibataires. L'amour n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc, on n'est pas le prolongement de sa mère, on a une existence à soi. On est une personnalité unique. Et regardez toutes les deux, ce qui est assez extraordinaire, vous êtes quand même assez éloignés, vous êtes là dans votre coin. Voilà, c'est mieux. Donc, je crois que pour les filles, une mère hyper... pas envahissante, mais too much, eh bien, c'est difficile à gérer. C'est compliqué. Et surtout, quand une mère a une propension à être un peu infantile et à être excentrique. Les filles ont souvent honte de cette excentricité, parce qu'elles voudraient beaucoup plus d'effacement de la part de leur mère pour exister elles-mêmes. Bon, ben on va vous laisser réfléchir à tout ça. Hein. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos témoignages avec autant de sincérité. Je vous propose maintenant de rejoindre les invités de l'Histoire continue qui vous donnent désormais l'opportunité d'en savoir un peu plus sur la vie de celles et de ceux qui sont passés sur notre plateau. Bien souvent, c'est en prenant un peu de recul sur leur histoire qu'ils mesurent la portée de leur témoignage. Et chaque jour, je suis curieuse de découvrir le chemin qu'ils ont parcouru. Aujourd'hui, c'est Dany et Pascal qui ont accepté de venir nous dire ce qui a changé pour eux depuis l'émission. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'abord commencer avec vous, Dany. Alors, je vous avais reçu le 10 janvier 2012 dans une émission intitulée « Nuit magique avec un inconnu ». Pour quelle raison votre nuit inoubliable avait-elle particulièrement attisé notre curiosité? Parce que c'était pas vraiment un inconnu, en fait, c'était quelqu'un de plutôt très connu à l'époque. Et donc voilà. C'était un héros de la télé-réalité? De la télé-réalité, ouais. Bon. Dans quelles circonstances vous l'aviez rencontré? Eh bien, à l'époque, je travaillais dans un bar. Il était venu manger avant d'aller en discothèque. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de regards vers moi. Je me disais un petit peu qu'est-ce qui se passait, etc. Et puis, je me suis rendu compte que je lui plaisais un minimum. Et contre toute attente, cette personne connue vous a emmené passer quelques jours à Paris. Avec lui, vous vous êtes retrouvés du jour au lendemain dans son intimité. Il y a 1 an et demi, c'est avec un certain recul que vous nous aviez fait partager cette histoire plutôt originale. Où en êtes-vous depuis? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. C'était tout simplement une nuit magique. Dany était venu sur notre plateau pour nous faire partager son incroyable aventure avec une figure emblématique de la télé-réalité. Je travaillais dans un bar, j'ai été servir cette personnalité. Et là, j'ai vu tout simplement qu'il a susurré un mot à son manager. Je me suis aperçu qu'au fait, il avait dit à son manager qu'il me trouvait beau garçon. Il me propose tout simplement de m'asseoir à sa table.
Et puis, il y a un événement qui vous a perturbé à un moment donné. J'ai rien compris et il m'a embrassé, au fait. Très vite, Danny s'était laissé embarquer dans les virées nocturnes de cet ami hors du commun, loin d'imaginer ce qui l'attendait en s'affichant à ses côtés. Le tapis rouge, il y avait, comme à Cannes, au fait, dans les gens qui hurlaient son prénom, les gens qui se demandaient aussi, c'est qui celui-là à côté, les flashs, c'était magique comme entrée. Donc, passer d'un statut de total inconnu au statut de petit copain de sa personnalité, c'est bien. Mais leur histoire ne s'était pas arrêtée là. Après une nuit passée ensemble, cette personnalité lui avait proposé de le suivre à Paris. Finalement, j'ai pas eu le temps de réfléchir et j'ai dit immédiatement, oui, pourquoi pas. Comment s'est-il comporté avec vous? Alors là, c'était le contraste avec la Belgique. C'était totalement différent. C'était, il y a moi et il y a toi sur le côté. Donc j'étais vraiment le gars, le petit jouet, quoi. Ça vous a plu? Non, pas du tout. J'ai décidé de quitter Paris et de rentrer en Belgique. Malgré l'échec de cette relation, Danny avait continué à côtoyer ce milieu des strass et des paillettes. Ça m'a permis de découvrir un monde qui me plaisait. J'ai été élu Mister Belgique francophone. Oh, ça m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'intéresse pas d'être suiveur. Moi, j'ai envie d'être leader, point. Près de 2 ans plus tard, c'est un tout nouveau Danny que nous retrouvons. Il s'est assagi, a repris ses études pour devenir éducateur et il vient régulièrement travailler ses cours chez sa sœur, Delphine. Je peux te déranger 5 minutes ou que t'es encore dans tes cours? Non, tu peux venir. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh là là. T'as trouvé ça où? J'ai tout gardé, hein. Ah ouais, non. Moi, j'ai tout jeté, tu sais bien, le passé, je préfère mettre de côté. Hein. Il y a du changement, hein. Tu te souviens, à cette époque-là? Tout le temps, sortir, casting. Je faisais rien d'autre. Hein. Moi, c'est vrai que je m'inquiétais parce que, quand j'ai vu la vie que tu menais, je me demandais quand est-ce que tu allais réagir. Tu sais, quand t'es jeune, tu regardes... il y a tout qui est beau dans le milieu de la nuit. C'est pas ça la vie, hein. C'est bien que tu te sois rendu compte. Et puis, je suis contente que maintenant, tu reprennes ta formation. Ouais. Je te sens super motivée, donc ça fait plaisir. Tu m'as pu vu ouvrir un cours depuis combien de temps? J'ai trouvé mon équilibre, je me sens vraiment épanouie et j'espère que ça va durer, quoi. Mais oui, moi, je suis fière de toi, en tout cas. Hein. Et je te souhaite que du bonheur. On va essayer. Aujourd'hui, Danny a rendez-vous pour un stage dans le cadre de sa formation. Anxieux mais déterminé, il attend beaucoup de ce nouveau pas professionnel. Vous avez souhaité effectuer un stage dans notre établissement. Oui, c'est ça. Vous connaissez déjà notre établissement? Oui, j'ai été élève ici. Votre parcours, un petit peu? Ouf, mon parcours, il est pas terrible. Donc je suis venu à l'école ici. Ça veut dire quoi, pas terrible? C'est-à-dire que j'ai très vite travaillé depuis que je suis jeune dans le milieu de la nuit. Donc forcément la journée, je décrochais beaucoup. Oui. Quand on est jeune, on n'a pas forcément... on croit que tout est acquis alors que c'est pas le cas. Et donc cette année, je me suis inscrit comme éducateur et mon objectif, c'est forcément dans 3 ans, les déclics de quoi? Les déclics de... Le déclic vient du fait que je vais pas vivre toute ma vie la nuit, quoi. Je veux vraiment être stable. Et ça commence dès maintenant avec mes stages, quoi. Nous commençons les cours à 8h15. Ouais. Donc, les éducateurs arrivent beaucoup plus tôt pour pouvoir accueillir les élèves. Donc, à 8h moins le quart, il faut être là. Donc, passez pas de nuit blanche. Non, c'est fini. Voilà. Ça va, c'est gentil. Bien de bonnes choses. Hein. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Si Danny recherche une stabilité professionnelle, côté cœur, il l'a déjà trouvée auprès de son amoureux, Antoine. Alors, dis-moi. Écoute, ça s'est super bien passé. Franchement, le contact est vraiment bien passé. Normalement, je devrais commencer d'ici 2-3 semaines. Et c'est à quelle heure commences-tu? Alors là, 7h45, je vais être sur place. Non mais attends. L'heure à laquelle tu rentrais de boîte d'habitude? Mais bon, ça va aller, je suis motivé, donc ça va aller. Franchement, ça va aller. Tu vois, mon look, il est bien. C'est fini. Ah ouais, il n'y a pas que ça. Hein. La boucle d'oreille, je dois l'enlever. Vestimentairement, le pantalon, je vais un petit peu le remonter. Et puis, je sais pas, il faudrait que tu m'aides parce que... on ira acheter des chemises ou quelque chose comme ça pour que tu aies l'air un peu plus... Moi, avec une chemise. Ouais. Danny a aujourd'hui une vie rangée. Et s'il est désormais loin des virées nocturnes d'autrefois, il n'en oublie pas moins ses amis du monde de la nuit. Salut bébé, ça va? Esra est l'une de ses plus fidèles amies. Ça va? Alors, quoi de neuf? Là, on vient de chez Antoine, donc j'ai refait un peu sa déco parce qu'il vient d'emménager, comme tu sais. C'est bien, tu t'investis. Ouais, écoute, Esra, il y a un moment où il faut changer. Ouais, tu changes. Moi, au début, j'ai eu un peu de mal parce que, tu me fais moins de messages, on se voit beaucoup moins. Tu sais, avant, on se voyait tout le temps. Maintenant, quand on se voit, c'est vraiment, tu sais, notre petit resto, notre petit ciné. C'est ce que tu voulais pour moi, de toute façon. Oui. Tout bon ami veut que son ami soit heureux. Mais oui, et tu l'es. Oui. Santé. Moi, perso, j'aime mieux sans les boucles d'oreilles. Enfin, sans les piercings. Vous préférez sans, c'est ça? Ah ouais. Pourtant, à l'époque, j'en avais un ici, il est plus justement. là.
Qu'est-ce que vous attendiez de notre émission lorsque vous êtes venu la première fois? À la base, on ne va pas se cacher, hein, il y a des caméras un peu partout, c'est une émission française assez connue, donc c'est vrai qu'à l'époque, si j'étais venu, c'est pour me faire repérer. Enfin, j'avais envie de faire de la télé-réalité comme la personne avec qui je suis sortie. C'est vrai qu'à la base, c'était ça. Et alors, ça a marché? Pendant tout un temps, oui, j'ai continué à sortir. C'est vrai que les gens en rue me reconnaissaient. En boîte, ça continuait. Enfin, je continuais à batifoler de gauche à droite. J'étais jamais avec la même personne. Enfin, pendant 1 an et demi, je ne me suis pas posée. Enfin, j'étais un petit peu volage et donc voilà. Et puis, vous vous êtes aperçu de quoi au fil du temps? C'est-à-dire que voir mes amis évoluer, voir que certains sont en couple, certains ont une maison, certains ont même des enfants, et moi, toujours rien. Ça m'a ouvert les yeux en me disant que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc toujours aujourd'hui ce goût des paillettes? Non, j'ai plus... Non. Pour quelle raison? Parce que je me suis rendu compte que la vie, c'était pas ça. Même si j'avais eu la chance d'être connue, ça n'aurait été qu'éphémère. Parce que la télé-réalité, c'est éphémère. Et je pense que ma vie, si je veux la construire, vaut mieux quelque chose de stable. C'est pas un but en soi d'être connu. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait, non? Oui, voilà. Il y a un truc derrière. Et justement, j'avais rien derrière. Je voulais juste être connue, point. Soit vous êtes chanteur, soit vous êtes journaliste, soit vous êtes animateur. Il faut... Non? Je ne sais pas chanter. Peut-être animer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, la télé-réalité, c'est plus ce que je veux faire. Bon, alors aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Aujourd'hui, je veux réussir mes études. Donc, je les ai entrepris ici en septembre. C'est 3 ans, c'est long, mais je veux que dans 3 ans, je veux être diplômée. Je veux réussir mes études. Je veux être stabilisée sentimentalement. Je le suis déjà. Donc, vous êtes en couple avec Antoine? Oui, c'est ça. Ça se passe bien? Ça se passe très bien pour le moment. Il n'y a rien à reprocher pour le moment. Maintenant, ça n'a pas dû être évident de s'engager? Ah non, pas du tout. Parce que c'est vrai que même quand j'avais une relation, je préférais la cacher. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours préféré vivre caché. Peut-être parce que j'étais justement quelqu'un qui aimait bien batifoler à gauche à droite. Donc, ça change beaucoup. Il vous motive, lui, pour faire vos études, trouver un boulot? Il m'a motivé, oui, parce que justement, lui a une situation. Lui, il est enseignant, il a son appartement. Et à l'époque où je l'ai rencontré, moi, je n'avais pas tout ça. Donc forcément, ça m'a beaucoup motivé. Alors, qu'est-ce qui se passe si, après votre passage aujourd'hui, on vous repère et on vous appelle pour faire de la télé-réalité? Vous refusez? Disons, on va peut-être discuter du cachet et après, on verra. Ah oui, quand même. Vous n'avez non, pas je pense que, ouais... Non, je refuserai quand même. Je refuserai. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire vos études. C'est ce que je compte faire. Je dirais à mes enfants. Pardon? C'est ce que je dirais à mes enfants. C'est ce que je compte faire. Ouais. Bon, pourquoi vous avez accepté alors cette nouvelle invitation? Justement pour montrer aux gens qui, après mon passage à l'émission, c'est vrai que les gens avaient une image de moi négative. On me voyait comme j'étais finalement, un gars qui sortait tout le temps. Un peu futile. Un peu futile, un gars qui ne savait pas avoir une relation sérieuse. Et j'ai voulu montrer, c'est vrai qu'en acceptant l'invitation aujourd'hui, je suis vraiment devenu quelqu'un d'autre en fait. Bravo. Merci. Merci d'être venu nous voir et puis tenez-nous au courant de la suite. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Pascal. Pascal, je vous avais reçu le 27 septembre dernier dans une émission intitulée « Comment apprécier la vie quand on a perdu l'un de ses 5 sens ». Vous nous aviez alors raconté que c'est à cause d'une maladie dégénérative que vous avez perdu la vue à 30 ans. À quel moment avez-vous appris ce qui vous attendait? Alors, j'ai appris il y a 7 ans, parce qu'à l'école, je me levais à l'arrière pour aller voir ce qui se passait au tableau, évidemment, vu que j'étais au fond. Et à chaque fois, j'étais puni. Je me prenais une prune, quoi. Donc, au bout d'un moment, le prof, il s'est dit, il y a quelque chose, il y a un problème. Donc, on m'a envoyé consulter un ophtalmo. Et là, on m'a déclaré une rétinite pigmentaire définitif dans les années qui allaient venir. Donc on ne m'avait pas dit le temps, mais je savais qu'un jour je deviendrais aveugle. Donc à 7 ans, je l'ai appris. Donc votre vue a baissé progressivement. Je me souviens que vous nous racontiez que vous avez emmagasiné le plus de couleurs possibles, le plus d'images possibles, le plus de souvenirs visuels. C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais enfant, pas tout de suite, c'est pas venu tout de suite, mais en vieillissant, je voyais que ma vue quand même baissait. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. Je sais qu'un jour, l'issue sera fatale.
la seule solution pour m'en sortir, c'était de savoir, de voir, apprendre, regarder, enregistrer dans ma tête le maximum de choses parce que je savais que plus tard, ça me sera utile. Effectivement, aujourd'hui, ça m'est très utile. Alors à l'époque, c'est une véritable leçon de vie que vous nous aviez donnée en venant sur notre plateau. Mais vous ne vous attendiez pas justement à ce que notre émission ait sur vous l'effet d'un vrai bain de jouvence. Vous êtes rentré chez vous, remonté à bloc, paraît-il, et à 55 ans, vous vous êtes lancé un nouveau défi. Alors, avant de découvrir quel est ce nouveau challenge, je vous propose d'abord de nous repasser le film de votre histoire. Le jour où j'ai perdu la vue, je me suis dit là, ça y est, c'est foutu. C'est à l'âge de 7 ans que Pascal avait appris qu'il allait un jour perdre la vue. On s'est rendu compte très vite, quand j'étais à l'école, que je cognais un petit peu partout. Donc on m'a fait faire une visite ophtalmologique. C'est là qu'on a découvert, en fait, ma rétinite pigmentaire. On vous a dit qu'un jour, vous perdriez la vue. Oh oui, on me l'a dit pratiquement aussitôt. Au fil des années, la vue de Pascal n'avait alors cessé de décliner. Est-ce que vous vous souvenez du jour précis où vous avez perdu la vue? À 30 ans. Là, ça fait tout drôle. Vous allumez la lumière et vous vous rendez compte qu'il fait vraiment très sombre. Ça a fait un clash dans la tête, quoi. J'ai cogité, quoi. J'ai réfléchi, je me suis dit, là, c'est terminé. Commençait alors pour Pascal un long chemin vers l'autonomie. Et après 15 années, il était enfin parvenu à retrouver un sens à sa vie. J'ai pu découvrir qu'en fait, je pouvais apprendre des médecines parallèles. Alors, c'était la réflexologie plantaire. Et là, je me suis complètement éclaté. Je suis utile à quelque chose. À force de se battre, un jour ou l'autre, la roue, elle tourne. Quelques mois plus tard, nous retrouvons Pascal chez lui, en Normandie. Venir sur notre plateau lui a redonné confiance. J'écoutais les autres parler et je me suis dit, mais moi, je suis mieux placé qu'eux. J'ai plus de chance qu'eux, malgré mon malheur. Je travaille, je vois du monde, je vis en fait comme tout le monde. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de faire passer un message quand même. Je pense qu'avec le temps, même avec des galères, on arrive quand même à s'en sortir. Pascal souhaitait montrer qu'avec de la volonté, on pouvait surmonter son handicap. En revanche, ce qu'il n'avait pas envisagé, c'est que l'émission lui serait aussi bénéfique. Je me sens différent. En fait, cette émission m'a donné l'envie de me battre encore plus. Ça m'a boosté. J'ai 55 ans et j'ai envie encore de profiter de la vie au maximum. J'ai envie de faire encore plein de choses. Je veux profiter, faire avec ma femme, avec mon fils. J'ai envie d'avancer encore. Et c'est vrai que si je me bats toujours plus et plus et plus, c'est pour ma femme et pour mon fils. Je veux qu'il soit fier que je sois pas un légume, quoi. Catherine, une amie de longue date, et Nathalie, sa femme, constatent au quotidien la force de caractère de Pascal. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que je vois qu'au quotidien, il se bat, quoi. Il est toujours partant pour faire des choses. C'est pas quelqu'un, c'est pas une potiche qu'on laisse dans un coin. Et non, il est volontaire, il veut tout faire. Il se gère tellement bien qu'on n'imagine pas qu'il puisse ne pas voir. Il ne veut dépendre de personne. Il veut s'assumer entièrement. Les deux femmes savent que Pascal ne se fixe aujourd'hui plus aucune limite. Il s'est senti, c'est vrai, boosté parce qu'il s'est senti mis à l'honneur, en fait, dans cette émission. Pascal ira de plus en plus haut et il ne se limitera pas. C'est un besoin pour lui. Il veut se prouver à lui-même qu'il est capable de bien des choses. Et il le prouve. Pascal a su surmonter son handicap. Et comme tous les jours, c'est seul qu'il se rend à son travail, sans aucune difficulté. En fait, je longe le trottoir, parce que c'est moins dangereux pour moi, surtout que des fois, sur les trottoirs, il y a
des poubelles, enfin des conneries quoi. Et là, je vais arriver bientôt à des plaques d'égout. Et normalement, la deuxième, je vais tourner en biais pour récupérer le trottoir de l'autre côté. Depuis 8 ans, il a créé son propre cabinet de réflexologie. Et aujourd'hui, Pascal a rendez-vous avec l'une de ses patientes. Oui. Bonjour Liliane. Ça va? Prends ta place comme d'habitude. Bon alors, comment ça va depuis la dernière fois? Ma foi, ça va mieux. Ça va mieux? Tu dors mieux? Ça va de mieux en mieux. On a l'impression qu'il a... Il sent. Il y a une sorte de télépathie entre lui et le malade. Il ne voit pas, mais il sent autre chose. J'ai la possibilité de pouvoir marcher, de pouvoir me servir de mes mains. Maintenant, dire que je suis un bon réflexologue, ça, je peux pas le dire. Il y a que les gens qui passent entre mes mains qui peuvent le dire. Bon, bah Liliane, c'est bon pour aujourd'hui. Tu peux te rhabiller. Et puis je te remercie. Et je te redonnerai un rendez-vous un peu plus tard. Très bien. Pascal est un homme épanoui dans sa vie professionnelle, mais il veut désormais se surpasser davantage. On y va, Nathalie? Bon, c'est parti. Parce que là, on va être en retard, le train, on va le louper. C'est un grand adepte de sensations fortes, mais jusqu'à maintenant, il n'avait jamais osé franchir le pas. Aujourd'hui, Pascal a décidé de se lancer. Il a rendez-vous pour faire un vol dans un simulateur. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue. Il sera pris en charge par William, le moniteur avec qui il va effectuer le vol. Direction le vestiaire pour enfiler la combinaison, puis place au briefing. Je vais pouvoir prendre le temps de t'expliquer les bases du vol en soufflerie, qui sont exactement les mêmes que les principes de vol en vraie chute libre en sautant d'un avion. Alors pour bien voler, le but c'est d'être stable sur ce flux d'air qui va monter à nous et sur lequel tu vas vraiment voler. Donc en fait, il faut que je le laisse me virer comme il veut. Tu as tout à fait raison. Il faut placer. Mais je reste toujours comme ça. Poser les bras sur l'air, mais avoir le sentiment de se laisser flotter. Et plus tu seras relâché, plus tu auras de sensations, donc plus ce sera agréable. Je me sens un petit peu anxieux là, donc c'est logique, hein, parce que je ne sais pas ce qui m'attend en fait. Par de l'air qui va me souffler et bah, j'ai hâte de voir maintenant. C'est parti. Ah ouais, ciao. Alors voilà le casque intégral. Voilà, mets la tête. À quelques secondes du grand saut, l'appréhension se mêle à l'excitation. T'as vu, c'était parfait, je t'ai lâché, c'était vraiment super. Ah ouais. Ah, je suis sur le cul, là. Je te débarrasse. Ça va, mon Pascal? Impeccable. Ça t'a plu? Ah ouais. Non, là, t'étais super bien, hein? Je m'attendais pas à ça, mais quand je me suis laissé tomber, glisser, là... Ah, putain, c'est fort, ce truc-là. C'est bien, hein? Ouais, carrément, je vais revenir. Et t'as vu, c'était parfait puisque je t'ai laissé voler tout seul à plusieurs reprises, donc la position était vraiment bien équilibrée. Pour une première fois, tu vois, c'est bien. Tu t'attendais à ça ou pas? Non. Non, pas du tout. Oh non. Eh ben moi, je me sens super bien. Franchement, je préfère être dans l'air que sur Terre. C'est trop top, c'est... on se sent complètement un oiseau. En fait, ils font ça pour s'entraîner à faire des sauts dans l'air, vraiment? Pardon? On fait ça pour s'entraîner à faire des sauts dans l'air? Oui, tout à fait. D'accord. C'est super, c'est... Ah, là, j'y étais, là, tout de suite. Et est-ce que vous envisagez un jour de sauter vraiment d'un avion? Oui, j'ai le projet de sauter en parachute,
D'ailleurs, j'ai reçu une proposition pour faire un saut en parachute quand je le souhaiterais. Quel impact notre émission a-t-elle eu dans votre vie? Au début, j'étais venu là un petit peu comme ça pour expliquer un petit peu mon handicap et pour donner un message de réconfort aux autres, pour dire on peut se battre et on peut s'en sortir. Et en final, je m'aperçois aujourd'hui que le message que j'ai fait passer aux autres, je me le suis passé à moi-même encore plus. Donc là, je me dis, il y a un truc quand même bizarre là-dedans. C'est vrai que vous venez... Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous écoutant parler? Plein d'émotions, ça remue les... c'est bien que j'ai des lunettes parce que ça, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Mais ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Finalement, vous aviez besoin de vous en convaincre vous-même de ce message. Oui, tout à fait. Et là, j'en suis convaincu. En plus, j'ai fait des choses que j'aurais jamais fait avant parce que j'étais complètement anti-réseaux sociaux. Là, mon fils m'a dit, allez hop, on te fait un réseau social. Du coup, je suis là-dessus, je suis sur les réseaux sociaux. Alors que moi, je voulais rien en savoir de ces trucs-là. Hein. Alors, quel est votre prochain challenge? Le Téléthon. Qu'est-ce que vous allez faire? J'aurais bien aimé faire les 24 heures avec vous. Ça dure 30 heures. Hein. Oui, c'est bon, je veux bien. Je suis partant. Et vous voulez faire quoi? Masser les pieds? Oui, faire de la réflexologie. Ouais. Vous voulez commencer tout de suite? Oui. D'accord, alors hein, moi j'accepte. Hein. La dernière fois, on avait vu ça tous les deux. Alors, il faut faire quoi? Pied gauche ou pied droit? D'abord ce pied-là. Ah bon, d'abord le droit. Attendez, il faut que j'enlève ma chaussure. J'allais le faire. Ah, vous enlevez les chaussures aussi des dames? Oui. J'ai les pieds propres, hein, normalement. Voilà. Voilà. Là, ils en ont bien besoin, quand même, après une journée de travail. Donc là, vous êtes en train de sentir si... Vous êtes tendu. Oui, pardon, je travaille, là, hein, quand même. Hein. C'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée. Pourquoi vous avez accepté aujourd'hui de revenir sur notre plateau? Là, du coup... Vous êtes ému, vous. Moi, je ne sais pas si je suis tendue, mais vous, je vous sens ému. Oui, j'ai vos pieds entre les mains. Et alors? Je ne suis pas à mon cabinet et je ne m'attendais pas à ce que vous me proposiez. Et je dois vous répondre et en plus être concentré sur ce que je vous fais. Vous prenez mon pied, ça s'appelle. Hein. Oui, je prends mon pied et je prends le vôtre en même temps. Voilà. Bon. En tout cas, c'est très agréable. Alors, vous sentez quoi? C'est grave ou pas? Non. Ou ça va aller? Non. Bon, ça va aller. D'abord, je ne dirai rien parce que... Il y a le secret médical. Voilà, tout à fait. D'accord. Si vous voulez, je continue, je peux. Oui, j'aimerais bien maintenant. Mais bon, l'émission doit s'arrêter en même temps, donc il faut faire un choix. Non, c'est très agréable. Donc, comme ça, vous arrivez ça renvoie, je crois, ce sont des terminaisons nerveuses de différents organes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et donc, on arrive à guérir en amont quelques pathologies. On ne dit pas guérir, on soulage. On soulage. Je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas le droit de dire je guéris, je fais du bien aux gens, et après, voilà quoi. Bon. Très bien. Merci en tout cas. Pour le Téléthon, on en reparle. Alors, je pense qu'il y aura des preneurs de massage pendant les 30 heures. Pourquoi pas? Moi, je suis partant. On en reparle en antenne. Je vais vous demander de signer maintenant le livre de l'histoire continue. Et je vous remercie de m'avoir donné vos pieds. Je vous en prie. C'est une marque de confiance formidable. Je pense que je ne suis pas prêt de l'oublier. Bon, en tout cas, j'ai senti une grande émotion partagée. Ah ouais. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Bon courage pour vos prochains défis. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. La paternité, c'est l'amour, ce n'est pas un lâcher de spermatozoïdes.
Alors qu'ils étaient seuls ou en couple homosexuel, ces hommes ont décidé de devenir pères. J'ai même pas pensé une seconde que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'ai eu le sentiment qu'en effet, il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Je me suis dit, j'ai besoin de transmettre, j'ai beaucoup d'amour et j'ai vraiment envie de trouver une solution pour exercer cette paternité. Des rencontres magiques. Et elle me dit bonjour, papa. Et là, c'était l'enfantement, l'accouchement en un quart de seconde. À l'instant où Mamie Michel a montré la photo, là, il s'est passé quelque chose et dans ma tête, c'était mon fils. Voilà. Et une nouvelle vie qui démarre pour ces papas au grand cœur. J'ai donné le premier bain en me disant, pourvu que je la fasse pas tomber, en me disant... J'étais vite débordé au début, donc j'ai appris à m'organiser, à être un vrai papa ou un faux papa, c'est pareil. Le fait de voir ces petits bébés qui ouvrent les yeux, de demander le biberon comme ça, enfin, nous on fondait à chaque fois. Hein. Et vous appelez papa? Ah oui, ça, papounet même, pour vous dire. Papounet.